Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Nathalie, bienvenue sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu ? Hello Alexandra, merci de me recevoir. Je vais très bien. Je suis contente de passer de ce côté du micro parce que c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'interviewer. Donc là, je suis un petit peu à la fois contente et à la fois un petit peu stressée. T'inquiète pas, ça va bien se passer. L'idée, c'est de faire un échange en toute authenticité. Nathalie Medaglia, désolée si j'ai écorché ton prénom, j'ai pas l'accent espagnol, il me semble que c'est espagnol l'origine, si je dis pas de bêtises. Euh, pour moi, tu es la queen du personal branding. Mais toi, comment tu te définirais? Merci. Du coup, mon nom c'est, mais on dit medaglia pour dire médaille en italien, mais c'est pas grave. Tout le monde, il y en a beaucoup qui l'écorchent. Donc moi j'aime bien me définir comme une réinventeuse justement. Réinventeuse de ma vie et de la manière dont je fais du marketing et en particulier du personal branding. Aujourd'hui, j'aime bien dire que je suis la nana qui accompagne les femmes à révéler leur touch et certains hommes sensibles. Je me suis ouverte aussi aux hommes et je les accompagne à travers leur communication, leur identité visuelle et aussi du coup leur manière de parler de leurs projets et de leur activité sur LinkedIn. Donc ça, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, mais je pense qu'on va parler de sens, de mon parcours, etc. Mais j'aime bien parler de réinvention parce que c'est un peu mon fil rouge et c'est ce qui m'a permis de moi aussi me réinventer et continuer parce que je pense que c'est en permanence la réinvention et comme tout, comme le sens aussi, c'est quelque chose qu'on cherche en permanence et sur lequel on avance et on se trouve, on se recherche, on se déséquilibre et ce qui est normal. Yes, carrément. Et du coup, je me permets d'enchaîner directement sur cette question que j'aime bien poser dès le début. Sur ce chemin du sens, à quel point aujourd'hui ta vie, elle fait pleinement sens sur l'échelle de 1 à 10? Tu dirais quelle note là aujourd'hui? Ah oui, carrément, on commence avec des notes comme ça. Ah ouais, on commence comme ça cache. Euh, c'est hyper intéressant comme question parce que dans un monde où c'est vrai, où on parle beaucoup de chiffres, où on est noté depuis l'enfance, quand on est adulte, on est noté quand on est dans son poste, quand il y a les évaluations annuelles et tout, c'est vrai qu'on on pense pas forcément à noter sa vie et le sens qu'on lui donne. Donc, je t'apporterai une réponse un peu nuancée en disant que aujourd'hui, si je devrais donner une note, ce serait entre 7 et 8. Ouais. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est de se dire, de le regarder en relatif en fait. À partir du moment où, si je te parlais avant, quand j'étais la Nathalie Corporate en 2019, déjà, je m'interroge. Enfin, le sens pour moi, j'étais en mode pilote automatique. Euh, c'est petit à petit que je me suis interrogée sur, OK, c'est quoi le sens? Est-ce que c'est ça la vie, métro, boulot, dodo, voir mes enfants 1 heure par jour? Et donc, à cette époque-là, je pense que ma vie, elle n'avait pas de sens et elle était sur un, je sais pas, 3, 4 sur 10. Donc, je pense que c'est intéressant de le regarder en relatif, enfin, en évolution, en fait, et pas forcément à un moment fixe. Donc voilà, aujourd'hui, pour te répondre, je mettrais un 7-8 parce que c'est en continuelle réinvention et parce que voilà, quand on est une femme, maman, entrepreneur, je pense qu'avoir le 10 sur 10, c'est pas possible, mais se rapprocher de 7-8-9, c'est quelque chose qui peut être envisageable. Yes. Et c'est quoi justement, tu sais, tu as mis le doigt sur le prochain step pour mettre plus de sens dans ta vie, ce serait quoi? Ouais, le prochain step, en fait, donc toujours sur le fil rouge de la réinvention. Donc moi, je passe beaucoup de temps au final derrière mon ordinateur. Et là, par rapport à avant, je pense.
quand même aussi plus de temps avec mes enfants. Et ce que j'aimerais, c'est passer encore plus de temps avec mes enfants et moins de temps derrière mon ordinateur. Donc, comment faire ça? C'est mixer mon activité sur la partie des personnes que j'aide à distance, mais aussi sur les personnes que j'aide localement ici au Maroc, là où j'ai posé mes valises. Donc, ce qui me donnerait plus de sens à avoir encore plus de lâcher ce côté quasi 100% digital et faire des choses en local, rencontrer encore plus de personnes et contribuer au développement du pays, au développement des entrepreneurs ici, ce que j'ai commencé, parce que j'accompagne là un artiste qui rénove un riad pour en faire justement une maison d'artiste sur sa com. Et j'accompagne des entrepreneurs qui ouvrent un lieu hybride, qui mixe yoga, workshop et coffee shop. Donc je me dis, c'est en train. Donc c'est ça qui me donnerait plus de sens d'être aussi ancré dans le lieu où je suis, dans la matière et pas juste derrière mon ordinateur toute la journée. Ouais, carrément. Alors, ça me parle et en même temps, moi, j'adore mon ordinateur. Donc, c'est là où c'est un Bah, moi aussi je l'aime bien, mais Non, mais c'est assez marrant de voir. Enfin, j'aime bien, j'adore ces échanges. Ça permet de voir que il n'y a pas une vérité absolue, il n'y a pas une réussite du sens qui est la même pour tout le monde. Chacun a des choses où il va attacher plus ou moins de valeur, qui vont lui faire plus ou moins vibrer. Et donc c'est génial. J'adore la richesse de ces échanges à chaque fois avec ces interviews. Et justement, si on remonte un peu plus le temps, là où tu es à salarié, pilote automatique, note de 3, 4 sur 10 en quête de sens, comment tu as fait pour arriver jusqu'à ce 7, 8 là? Qu'est-ce qui s'est passé? il s'est passé déjà beaucoup de trajets en voiture parce que donc j'habitais en Île-de-France pour aller travailler. Donc j'étais chef de groupe marketing. J'avais bien 1 heure le matin et 1 heure le soir en voiture. Donc j'avais le temps de cogiter et j'ai de plus en plus cogité avant d'aller au travail et un peu le sas entre tu déposes les enfants à la crèche, à l'école. Et après, tu as 1 heure de bouchon où soit tu pestes, soit tu cogites. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup cogité et grâce notamment à des podcasts. Euh, j'ai découvert l'univers des podcasts par praticité et par un peu pour trouver des personnes à qui échanger. Parce que quand on est salarié, on manque de sens un peu, on ne le sait pas trop et on va pas dire à ses potes, à ses collègues à la machine à café, ouais, j'en peux plus. Est-ce que c'est ça la vie? Parce qu'on se demande, est-ce que c'est politiquement correct de parler de ça? Donc, j'ai cherché un peu un échappatoire dans des podcasts et surtout dans des femmes. En l'occurrence, pour te citer, tu la connais certainement, Jenny Chamas. C'est un des premiers podcasts que j'ai écouté. J'ai écouté aussi Génération Do It Yourself. Plein de podcasts un peu dans l'univers entrepreneurial pour m'imbiber d'un nouveau monde et me dire est-ce qu'il y a autre chose, est-ce qu'il y a d'autres champs des possibles. Donc ça a été la première, je pense que ça a été la première démarche de me dire, alors avant d'aller au travail, je vois, je décompresse et j'écoute des personnes qui se sont soit réinventées ou soit des personnes qui t'invitent à penser ta vie autrement et à te questionner. Donc je pense que le questionnement, ça a été le premier cheminement grâce à mes trajets dans les embouteillages. Et le deuxième cheminement, ça a été deux choses aussi. Donc j'étais à un poste à responsabilité. À un moment, je me suis dit, j'ai besoin de plus me former sur la partie digitale. Et là, j'ai fait une formation de comment dire, à temps partiel. Enfin, tu continues de travailler, tu fais une formation où tu rencontres d'autres personnes. Et c'était sur Paris, c'était une formation en marketing digital, SEO, réseaux sociaux, enfin tout le panel pour être encore plus. Moi, j'allais pour être encore plus performante sur mon job. Et en fait, là, j'ai rencontré des freelances. J'ai rencontré des personnes qui faisait autre chose en fait, qui avait une autre conception de la vie. Et je me suis dit mais il y a un autre monde en fait quand on sort de sa partie salariale. Donc ça a été le deuxième déclic. Et le troisième, ça a été un jour, j'ai posé un RTT pour aller à une conférence pour les femmes entrepreneurs qui s'appelait Social Builder. Je sais pas si tu connais. C'est organisé par Sheryl Sandberg, je crois. Donc elle est à fond sur le côté empowerment au féminin et elle est chez Facebook. Et en fait, c'était une conférence de 1 jour où c'était d'autres femmes entrepreneurs, donc avec des speaks, des conférences en fait, et on était, je sais pas, 300 personnes et 300 femmes
où on m'a pris une dose d'énergie où bah, vous avez votre place, si vous avez un projet, vous avez le droit de le réaliser. Donc c'était un peu du motivational. Et c'est la première fois en fait que j'allais que je posais déjà une RTT pour aller dans une conférence, genre, et c'était des conférences où c'était une autre vibe. Ces femmes, elles étaient soit entrepreneurs, soit elles se posaient des questions. Et je me suis dit, alors, il y a d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que moi et qui ont envie d'autre chose. Donc, elles étaient à différents stades. Certaines étaient en stade de maturation et salariées en manque de sens. Et d'autres, carrément, je me rappelle, j'avais discuté avec une femme qui venait d'accoucher et qui avait 3 enfants, donc, mais ses enfants n'étaient pas là, bien sûr. Elle nous racontait qu'elle avait ouvert un lieu type maison d'hôte. Ils avaient repris l'entreprise de porcelaine familiale et elle organisait des prestations traiteurs pour les événements à Paris et que notamment elle était l'organisatrice de l'événement du jour enfin, quelque chose comme ça. En tout cas, elle avait trois casquettes et je me suis dit, non mais ça existe des nanas comme ça. En plus, elle était assise à côté de moi. Je me suis dit, mais il y a un autre monde. J'étais avec des œillères jusqu'à présent. Donc ça a été un petit peu mes 3 déclics pour répondre à ta question. Le premier, c'était les podcasts. Bah, le fait de s'ouvrir les champs du possible en écoutant, en mettant dans mes oreilles des voix qui me chuchotaient autre chose. La deuxième chose, c'était cette formation un peu en marketing digital où j'ai vu que bah, il y avait des personnes qui vivaient différemment qu'en étant salariés. Et la troisième chose, ça a été cette conférence un peu à Paris, là, je crois que c'était un matin de novembre, où bah, j'ai été égayée par bah, cette impulsion au féminin et le fait de rencontrer des femmes qui faisaient autre chose, ou en tout cas qui se posaient des questions. Donc ça a été un petit peu les trois, les 3 déclics. Trop bien. Et du coup, là, tu as la graine qui est plantée. Et il y a Ouais. pas entre j'ai la graine, j'ai l'envie et je me lance, je passe à l'action. Comment ça s'est passé? Alors déjà, ce que je veux, ça s'est passé, il est passé du temps parce que je sais qu'on parle beaucoup de. Alors j'ai des clics 1, 2, 3, j'ai tout plaqué, je suis partie, donc bah j'ai pas fait ça. Parce que je pense que ça, c'était donc je te parle d'éléments, les podcasts et tout, c'était en 2018, la conférence, ça devait être pareil, fin 2018, ben, novembre 2018. Enfin voilà, tout est sur du temps long, bien sûr. Hein, je te parle pas de choses qui se sont faites du jour au lendemain. Mais justement, ce temps long, ça, je l'ai pas réalisé, mais ça a planté une graine et ça a planté après une plante qui a commencé à pousser. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose d'autre à faire. Et quand on est donc moi j'avais un poste en marketing, j'aimais bien ce que je faisais en fait, j'étais hyper contente donc j'aimais bien ce côté multifacette déjà de mon poste où il y avait le côté développement de marque, développement de produits, de le côté créatif, le côté travailler avec des équipes internationales, ça j'aimais bien, mais ce que j'aimais moins bien c'est que j'avais oublié enfin on me demandait d'oublier le côté consumer first, qu'on créait pas des produits, ok, pour les consommateurs, c'est très bien, mais c'était la marge first, en fait. C'était ce qui commençait à me titiller de plus en plus, surtout quand j'ai pris des postes à responsabilité. Donc, bien sûr, l'objectif d'une entreprise, c'est de faire du chiffre d'affaires, etc. Mais ce qui commençait à me déranger, c'était qu'on regardait la marge au détriment de la qualité produit. Et je commençais à avoir un mini conflit interne, mais je pouvais pas trop en parler parce que bah, déjà j'avais un poste en responsabilité, j'étais exposée au COMEX, j'étais exposée aux investisseurs. Donc cette graine, elle s'est dit bon, comment je trouve des fleurs en moi pour m'échapper de ce de ce traquenard un petit peu. Donc au début, je me suis dit il faut que je sorte du marketing parce que ça va être comme ça partout. Marketing et la com, ça va être comme ça partout. Donc j'ai essayé de trouver ce fameux échappatoire. Et au fil de l'eau, je l'ai trouvé dans la cuisine et la pâtisserie. Donc, je t'avais dit que j'avais posé une RTT pour aller pour aller voir une conférence. Après, je commençais à poser enfin, pendant mes vacances et pendant mes week-ends, j'allais prendre des cours de cuisine ou de pâtisserie dans les ateliers un peu qu'on connaît tous, l'atelier des chefs, enfin, pour rencontrer d'autres personnes, m'échapper en fait. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ça va être je vais faire ça, ça va être mon échappatoire parce que je trouvais rien d'autre à faire. Donc, j'ai essayé de me créer une
passion. Donc là, je te parle avec a posteriori, parce que moi, quand j'étais dans le move, je me suis dit, ah, c'est ça ma passion, je vais faire ça, je vais partir en cuisine, je vais devenir chef, ouvrir mon restaurant et tout. Donc c'était ce que je me disais. Et j'ai découvert aussi une cuisine réinventée. Donc je me rappelle un été, j'ai posé des vacances, donc en juin, pour faire une semaine de stage de cuisine végétale. Donc là aussi, le côté réinvention, il était là, donc pour rencontrer d'autres passionnés et voir comment faire sublimer les légumes. Et donc j'ai adoré ces moments hors du temps en fait, qui me permettaient de de sortir du stress déjà métro boulot dodo et de sortir un peu de de ce désalignement qui grandissait en moi. Donc ça a été la cuisine, ce moment de se dire au début je fais juste des cours le week-end, après je fais pose une semaine pour faire un stage d'une semaine pendant en plein mois de juin. Après ça a été je pose des questions. Donc j'étais en univers food moi-même déjà en univers agroalimentaire. Et on avait une chef justement qui était reconvertie, qui avait fait, qui était partie de chez Kodak, qui avait fait faillite pour se reconvertir en cuisine. Elle avait été traiteur et tout, donc je commençais à lui poser plein de questions aussi parce que je savais pas à qui parler. Je me voyais pas aller, je sais pas, parler à des chefs. LinkedIn n'était pas trop, c'était un peu une boîte à CV à l'époque. Donc, je lui posais plein de questions. Elle me dit non, mais la cuisine, c'est dur. En même temps, elle m'encourageait, en même temps, elle me montrait des facettes que je voulais pas voir à l'époque, mais elle me parlait vraiment de manière transparente. Et je suis passée à me renseigner, donc des petits stages en cuisine en été, à me renseigner vraiment à comment se reconvertir en cuisine, quelle formation faire. Donc ça a été, je me suis renseignée sur Cordon Bleu, Ducasse, enfin des écoles de cuisine vraiment. C'est passé un CAP cuisine, je me suis dit il me faut une porte de sortie. J'avais jamais pensé en fait à l'entrepreneuriat parce que pour moi ça me semblait être j'ai jamais, en fait, moi, j'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Je viens d'une famille modeste, du coup, immigrée italienne, où le but, c'était d'avoir un poste, un CDI, donc, et d'avoir quelque chose de fixe. Donc, famille plutôt ouvrier, quoi, d'ouvrier. Et pour moi, il fallait faire des études, faire des grandes études, trouver son job, acheter sa maison, avoir le chien, et voilà quoi. Et donc du coup, l'entrepreneuriat, c'était pas du tout ma porte de sortie première. Et je me suis dit, il faut que j'aille dans un autre domaine. Donc la cuisine s'est présentée à moi. Et c'est moi qui suis allée chercher la cuisine plutôt. Et donc, j'ai regardé tous les champs du possible pour trouver une formation, en fait. Je me suis dit, pour aller en cuisine, il faut que je me forme et il faut que je sois légitime. Et donc, j'avais trouvé une formation longue chez Ducasse, mais pour ça, en fait, c'était une formation de 4 mois pour être cuisinier entrepreneur, donc pour avoir les bases de la cuisine, mais aussi les bases de gérer un lieu ou gérer la partie business. Et je me suis dit, je vais faire ça et je vais le dire à mon boss, enfin à ma boss de l'époque. Et par contre, donc on était sur du temps long je regarde, j'explore, je cherche un peu ma porte de sortie. À partir du moment où j'ai trouvé la formation, donc c'était sur dossier de candidature, il fallait préparer un projet et tout. Donc en fait là, j'avais déjà un peu activé mon personal branding en me disant, voilà, ma touch, c'est de sublimer les légumes, de créer un lieu. Ça s'appelait le petit atelier du bien manger, un truc comme ça, le PAM ou un truc comme ça, du mieux manger. J'avais déjà fait un branding et tout. Bref, pour rentrer dans cette formation. J'ai été acceptée et donc là j'ai dit je vais pas ça y est je pars en fait donc après je suis allée annoncer que à ma boss je lui ai demandé un entretien et je lui ai dit écoute je pars faire de la cuisine. Elle est tombée de sa chaise, elle m'a dit mais tu reviens quand? Je dis non mais je reviens pas en fait je pars. Elle m'a dit mais tu vas plus jamais faire de la com, du marketing, mais c'est du gâchis. Enfin tu sais quoi, elle savait pas trop quoi me dire. J'avais plutôt des très bonnes relations avec elle et quand je lui ai dit je pars elle est restée, elle est tombée de sa chaise. Donc, Là, j'ai, là, t'adèmes. je suis partie. Tu ne demandes pas une rupture conventionnelle, là, tu plaques t'adèmes. Non, 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 j'ai quand même eu le, le, la, la présence d'esprit de dire, écoute, je pars, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, en sachant que, voilà, j'avais quand même une équipe, une transition à faire, etc. Donc, rupture conventionnelle. Et surtout que derrière, ça engendrait des frais de faire cette formation. Donc, ça c'est, enfin, la boîte dans laquelle j'étais,
ils étaient plutôt très très à l'écoute de mon projet. Ils m'ont accompagné de manière très smooth. Au début, ils se sont dit mais elle a craqué, elle a pété un câble. Mais après, ils ont compris et de toute manière, je leur parlais beaucoup de cuisine. J'étais passée aussi par, ça je t'ai pas dit, mais dans mon côté multifacette, j'ai même pris des cours de photo pour faire de la photo culinaire aussi, parce que dans mon job, j'avais beaucoup de shooting photo où moi j'étais dans la direction artistique, mais je voulais aussi passer derrière l'objectif. Donc j'avais toujours, ils savaient que, enfin dans mon job, mon équipe savait que j'étais, enfin ils me prenaient tous pour une passionnée de cuisine, ce que je croyais aussi, jusqu'à me former et rentrer dans la réalité. Après, on va en parler. Donc ils m'ont pris pour une folle, mais un peu une folle qui était une folle passionnée. Donc voilà. Donc je me rappelle encore quand c'était officiel, je suis passée dans les bureaux un peu en mode je sais pas Miss France, mais tu vois, de leur dire bye bye, je vais faire de la cuisine. Mais c'était drôle à l'époque, mais j'étais fière de d'oser en fait et d'avoir je me sentais le cœur tellement léger de me dire bah franchement ça y est, je sais pas trop où je vais, mais je vais en cuisine et je vais tester autre chose et je pars quoi. Donc ça s'est passé comme ça. Ah, trop bien, trop bien, trop bien. Et du coup, tu pars, tu es dans ta formation, et là, qu'est-ce qui se passe? Alors et là donc pour refaire le timing, on est fin donc je pose ma je pose ma rupture conventionnelle fin 2019, je pars et je commence ma formation février 2020. Donc si tu te rappelles février 2020, février-mars, il s'est passé un petit truc au niveau international et mondial, ce qui s'appelle le Covid. Donc je rentre dans ma formation trop contente. On a fait, je pense, 2 semaines où on apprend tout ce qui est normes HACCP, tous les trucs un peu techniques d'hygiène, cuisine et tout. Après, on rentre, on fait nos premiers jours en cuisine et boum, confinement. Donc super la réinvention en cuisine, ça s'est pas fait comme prévu. Donc confinement, on a du coup la formation a été décalée. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais que cuisiner chez moi. On avait des petits challenges de recettes, des choses à faire. Moi, je me, je me rappelle de cette époque où je m'étais créé comme un petit studio créatif pour prendre des photos, pour cuisiner. Donc, ma mère, c'était le Covid. On était à la maison, donc à part cuisiner et s'occuper des enfants, vu que j'avais plus de j'étais partie, j'avais plus mon travail. Donc, je réfléchissais à plein de choses, je cuisinais, donc en attendant que le Covid passe. Et après, on a pu refaire la formation en physique, je pense, après, en fin d'année, durant l'été, en juin. Donc, j'ai pu reprendre ma formation. Donc, je me suis formée en cuisine. J'ai adoré le côté formation. J'ai moins aimé le côté quand on a travaillé tout ce qui est viande et tout ça parce que voilà, j'avais un peu plus de parce que c'était vraiment une formation un équivalent CAP. En plus de ça, moi, comme je voulais en plus avoir plus de légitimité, j'ai eu la très bonne idée de m'inscrire aussi à un CAP cuisine candidat libre pour avoir le double diplôme cuisinier entrepreneur de chez Ducasse, puis plus CAP candidat libre que j'ai passé du coup sur la session de septembre qui avait été reportée. Donc, je me forme, j'ai mon CAP cuisine, je suis trop contente. Je me dis, bon, alors maintenant, qu'est-ce que je fais de ma life? Ça y est, je me suis réinventée, je fais quoi? Donc, je me suis dit, est-ce que je vais ouvrir un lieu? J'avais envie d'ouvrir un lieu, en fait, ça m'avait toujours parlé. Mais je me suis dit, bah, je vais pas investir dans un lieu sans rien connaître. Il faut que je vois c'est quoi la vie dans un lieu. Donc, j'avais eu la chance, et là aussi, je me dis, bah, j'ai activé mon personal branding dans notre jury de présentation, parce qu'il fallait présenter un menu en brigade chez Ducasse, et dans les jurés, le jury, bon bref, dans les personnes qui nous évaluaient, il y avait Frédéric, qui s'était réinventée elle aussi des RH à ouvrir 2 restaurants. Et donc je vais lui parler, je lui dis après Ducasse, moi je cherche à faire un stage, mais un stage long pour voir c'est quoi la vie d'une restauratrice, est-ce que c'est fait pour moi, tout ça. Et elle me dit, ben, ok, est-ce que t'as je sais pas, un CV, un portfolio et tout. Donc, je lui avais envoyé mon LinkedIn et un peu un portfolio des photos culinaires que j'avais fait et tout. Et ben, après, on s'est kiffé. Et elle m'a dit, ben, ok, viens au resto, je te présente le chef. Donc, j'avais fait 1 mois et demi, je crois, ou 2 mois.
de stages chez elle. Je sais plus la durée exactement, mais moi, ça m'avait semblé très long. En tout cas, c'est les stages non rémunérés qu'on peut faire grâce à Pôle emploi. Donc, ça peut faire aussi sens pour les salariés qui nous écoutent. Euh, c'est dans le cadre de reconversion. Bon, c'était il y a longtemps, donc je sais pas comment ça s'appelle à présent, mais en fait, ça permet d'explorer un métier et ça peut être, je crois que ça peut être un mois renouvelable. En tout cas, je pense que j'avais fait 2 mois. Bon, c'est le ressenti que j'avais, ressenti 6 ans, mais donc je vais, après mon diplôme, faire la nana qui se réinvente en cuisine, donc qui passe son temps en cuisine dans un enfin dans un restaurant qui faisait 40 couverts à faire. Donc j'étais sur les entrées et les desserts. Comment te dire que j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis dit, mais c'est ça là, là. Alors déjà, donc moi j'avais quitté le marketing, le tout boulot dodo, métro boulot dodo pour me retrouver à partir en restaurant à 7 heures du matin pour faire j'avais encore de la route pour préparer, il y a tout ce qui est mis en place pour préparer le service du midi. Après le service du midi, on avait une coupure parce que c'était pas un restaurant continu. Donc la coupure, je pouvais pas rentrer chez moi parce que ça faisait trop loin, plus les embouteillages Île-de-France. Donc je restais dans le resto, ce qui me permettait de voir le back-office de ce que faisait la propriétaire, entre-temps, elle regardait ses commandes, la compta, les ressources humaines, elle regardait tout. Et après, le soir, on repartait sur du service. Et je me suis dit, non, mais comment te dire que j'ai pas envie de faire ça, moi? C'est- Alors, je me suis pas réinventée pour faire ça. En plus, j'avais mon mari et mes enfants à la maison qui me disent, mais maman, on te voit plus, c'est quoi tu vas pas faire ça, tu vas pas ouvrir un lieu, enfin, c'est pas du tout. Je me suis dit, bon, alors, ma place n'est pas en cuisine, ma place, elle est dans quoi? Je ne sais pas. Ce que j'aimais, en tout cas, je me suis dit, ok, je me suis réinventée en cuisine, je peux faire des bons petits plats, mais ça me met trop la pression quand il faut envoyer le service, quand il y a le temps, quand il y a ton chef qui te dit, il était hyper sympa, le chef, quand même. Mais quand, voilà, il faut envoyer, t'es sous pression et tout, moi, ce qui me plaisait, c'était de créer les menus, tous les menus changeaient toutes les semaines. Donc, ce qui me plaisait, c'était de créer les menus, d'être ce côté créatif, de ce côté d'association de saveurs, de ce côté on fait vivre la carte en fonction des saisons, de ce côté comment est-ce qu'on met en avant le lieu. En fait, je revenais sans le savoir à la communication et à la création et à l'initiation de choses autour du marketing et de la com, alors que je m'étais réinventée en cuisine. Donc là, je me suis retrouvée un peu dans une grande période de down parce que déjà, j'avais fait ça toute seule, me dire, je me barre du marketing à la cuisine. J'avais pas du tout été coachée ou accompagnée ou, enfin voilà, je savais même pas que, pour moi, enfin, je savais même pas qu'il y avait un bilan de compétences qui existait. Voilà, j'avais fait ça un peu en mode freestyle, réinvention. Et je me retrouve à avoir quand même financé une formation en cuisine, une formation plutôt onéreuse. Fait ça pendant quasiment du coup 2020 jusqu'à l'été quoi. Donc je me dis j'ai fait ça et pourquoi j'ai pas envie d'ouvrir un lieu au final. Donc j'étais un peu en grosse période de down où je me dire bon c'est quoi ma life. Bon, travailler dans un restaurant non, qu'est-ce que je fais? Donc là on en est là où je me suis dit bon je me suis ratée dans ma réinvention, j'ai fait n'importe quoi. Donc, la suite de l'épisode, c'est que entre-temps, le confinement, bon, se termine, le Covid va un peu mieux, et entre-temps, quand j'étais dans cette période de down, mon mari, il a une opportunité avec son travail de quitter l'Île-de-France, de quitter la France. Donc moi j'étais en mode mon restaurant ça marche pas, je vais pas faire de restaurant, je me suis formée en cuisine, je suis au fond au bout du gouffre, qu'est-ce que je fais? Allez go, on prend les enfants, les valises, on se barre. Et c'était pas on se barre de Paris à Marseille, c'était on se barre de Paris à Doha quoi. Donc on est parti, je me suis dit allez on va au Middle East, c'est pas on y va, on y go quoi, on y croit. Et donc je me suis dit je vais aller là-bas et je vais voir comment ça se passe d'un point de vue food et ça se trouve je vais faire un plus petit business, un truc je vais faire à ma touch quoi, je vais faire un truc plus petit, je vais explorer ce qui se passe là-bas et tout. Donc on s'expatrie au Middle East et là deuxième vague de confinement, donc école à la maison, bon deuxième fond du gouffre. Et du coup, je me dis, et je vois qu'il y a quand même une demande là-bas, la cuisine française,
c'est hyper demandé, et surtout la pâtisserie. Et moi, en sachant que j'avais passé un CAP cuisine, mais il y a quand même un volet pâtisserie, et même mes instructeurs, enfin mes profs chez Ducasse et tout, ils m'ont dit, ah mais toi t'as une vibe de pâtissière, quoi. Et donc, mais c'est ce que je préférais parce que, je sais pas, la cuisine, pour moi, c'était bien, mais je m'exprimais plus dans la pâtisserie. Donc, je me suis dit, arrivé à Doha, bah, je vais donner des cours de pâtisserie. La nana qui a juste qui m'a juste dessus derrière mon tête donne des cours. Je me suis dit, est-ce que je suis légitime ou pas? Donc, j'ai donné quelques cours. J'ai aussi donné des cours dans une maison de gouvernante, en fait, qui formait, parce qu'au Qatar, il faut savoir que les personnes, les gens ont des gouvernantes, enfin des femmes, des nannies qui les aident et tout. Donc j'ai formé aussi des nannies à la cuisine, enfin à la pâtisserie, pour faire des bons petits plats euh, là où elle travaillait. Et ensuite, je me suis dit, non, mais en fait, ça me saoule de former, j'ai pas envie de former, j'ai envie de créer. Et donc là, je me suis créé une petite carte de pâtisserie où, au Qatar, on peut faire des business qu'on appelle des home business, en fait, à partir du moment où ta cuisine, elle est en règle et qu'il y a les normes d'hygiène qui sont respectées, vu que j'avais fait mes cours de HACCP là. T'es audité par l'équivalent de la mairie et ils te donnent une autorisation d'exercer. Donc je m'étais dit, bah, je vais faire ça. Et donc je me suis lancée en pâtisserie, je m'appelais Grand Frenchie. Donc là encore, au final, le personal branding, la création de marque, la communication était là en toile de fond. Et je me suis spécialisée de suite parce que la pâtisserie, c'est hyper large. Moi, j'étais dans ma cuisine, certes très grande. Au Qatar, les cuisines sont très grandes, mais je me suis dit, je peux pas tout faire. J'ai pas un gros congélateur parce qu'en cuisine, il y a en pâtisserie, pardon, il y a beaucoup de choses qui sont sur de la surgélation, de la congélation, etc. Donc, j'ai dit, je vais me spécialiser. Je me suis spécialisée en layer cake. Et donc, en fait, j'étais en layer cake et spécialement en number cake, en fait. Donc, en fait, je m'étais dit, il faut que je mutualise mes recettes et que je fasse des choses, on va dire, qui sont belles, bonnes et pas trop compliquées pour que moi, je puisse gérer plusieurs commandes. Donc, tout ce qui était... c'était plutôt des number cakes en fait, avec pâte sablée. Tu sais, t'as deux ou trois étages et tu fais des numbers thématiques. Donc moi j'avais une thématique girly, une thématique bohème, une thématique foot. Et après il y avait les petits sablés assortis. Et je me suis dit bon, est-ce que ça marche ou pas? Et au final, j'ai été envahie de commandes. C'était C'était la folie, ce truc. Et donc, la réinvention en homemade business, ça a marché, mais j'ai fait un burn-out de pâtisserie, quoi. J'en avais marre. Donc, je me suis dit pour la deuxième fois, bon, Nat, en fait, ta place, c'est pas de vraiment dans la cuisine, ta place, c'est de créer des trucs. Parce que grâce au fait que j'avais créé, à chaque fois quand je vais dans des nouveaux endroits, j'aime bien créer des groupes de femmes. Donc, j'avais créé un groupe de femmes entrepreneurs où on se voyait, on échangeait sur nos problématiques. Et naturellement, je commençais à les aider sur leur com, sur leur marketing. Et je me suis dit, mais en fait, moi, c'est ça que j'aime. Je passais mon temps en cuisine. En plus, j'étais seule. J'avais pas forcément monté une équipe, ce qui a été mon tort. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était d'aider à initier des projets, à impulser. Et donc, petit à petit, je me suis dit, bon, je continue les deux. Donc, je continuais la pâtisserie et j'étais en train de me chercher sur les prémices de mon activité de copilote marketing et communication. Et je m'étais dit, mais en fait, j'avais l'impression de me trahir en me disant, mais j'ai quitté le marketing et la com, c'est pas pour refaire du marketing et de la com, je suis pas cohérente avec moi-même. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, ben, on n'est jamais cohérente avec soi-même. On peut changer d'avis, ça marche. Et donc, petit à petit, c'est juste là que au bout alors, en étant passé par une réinvention ratée, par, au fond du gouffre, je m'expatrie, je lance mon business, ça marche trop et du coup, je m'épuise. C'est là où je me suis dit, bon, il faut peut-être que je me fasse coacher par quelqu'un parce que là, je fais n'importe quoi. Et j'avais une coach qui m'avait accompagnée sur le côté, pour développer ma nouvelle activité et surtout sur le côté un peu multipotentiel. À l'époque, je sais pas, elle m'avait dit que j'étais peut-être zèbre. Donc moi déjà, je me suis dit ok, je sais pas ce que c'est, peut-être. Et en fait, j'avais besoin d'un garde-fou parce que j'avais l'impression de faire n'importe quoi. Je m'épuisais en pâtisserie cuisine. J'avais envie de monter à côté mon business. J'avais l'impression de planter deux graines, mais que je j'arrivais pas suffisamment à les arroser.
Donc, et je voulais pas lâcher ni l'un ni l'autre. Donc, j'ai continué un peu comme ça à vivoter sur l'un et l'autre. Et ben, ça n'a pas marché. En fait, ça a commencé à marcher quand, bon, après, je me suis dit, ça marche pas, j'arrive pas, je suis toujours pas alignée. Euh, qu'est-ce que je me suis demandé, ok, qu'est-ce que je vaux pour, en gros, est-ce que j'ai encore mes... Je voulais me rassurer, me dire, est-ce que j'ai encore mes compétences marketing, digital? Est-ce que je peux encore être une corporate girl si je relance un truc et que ça marche pas? Donc, j'étais au Qatar et je me suis dit, je tente de redevenir corporate girl, mais je le tente différemment. Je le tente avec ma touch. Donc, là où ça pourra aussi là intéresser les salariés, en plus de là, le petit chemin entrepreneurial que je viens de partager, je me suis dit, je vais postuler avec... un CV réinventé, mais je vais postuler avec un portfolio. C'est la première fois que j'avais fait ça. Mon portfolio de meuf Nathalie déguisée enfin déguisée non, habillée parce que je n'étais pas déguisée en fait, c'était ma tenue de cuisine où j'étais arrivée en montrant mon portfolio comme quoi j'avais une formation aussi, j'avais mon background marketing digital, mais j'avais aussi une formation en cuisine, je créais des recettes et j'avais mis mes photos de recettes que j'avais prises. Et là, du coup, j'ai postulé. Il y avait même pas de poste ouvert ou je sais pas, mais j'ai envoyé sur LinkedIn justement. J'ai cherché des contacts et j'ai envoyé à l'équivalent de Yoplait Danone là-bas avec ma touch en disant je suis une Frenchie à Doha, j'ai la double casquette marketing et savoir-faire culinaire. Je suis sûre que ça pourrait vous apporter du plus si vous cherchez à amplifier votre gamme de yaourts ou de jus et tout ça. Et du coup, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit mais c'est quoi cette nana de folie qui est déguisée en cuisinière? Alors que c'était pas un déguisement, j'étais vraiment à la base. Et donc, là, je me suis dit, ça m'a redonné un peu un espoir en me disant, OK, de toute manière, je génère pas suffisamment de chiffre d'affaires avec mon entreprise de pâtisserie. Je suis épuisée, j'arrive pas forcément à bien développer, à trouver les filons de mon entreprise, enfin, des prémices de mon entreprise de copilote communication marketing. J'arrive pas à bien trouver ce que je veux faire. Je vais repartir en mode corporate et je vais me réinventer encore une fois. Et je vais trouver autre chose. Je me suis dit, je vais trouver autre chose, c'est pas grave. Donc ça a été la réinvention de Nathalie qui revient en corporate. Et B, et du coup, tu prends le poste. Du coup, en fait, je prends le poste, mais je me suis dit, mais ça s'arrête. En fait, je me suis dit, c'est temporaire, ça s'arrête pas là. J'ai besoin de me réinventer et de retrouver un truc. Ok. Donc, Du coup, après, tu lances quoi? Tu euh, lances en parallèle d'un side project. Alors en fait justement mon side project ça a été un truc que je rumine aussi, une autre graine que j'avais plantée depuis des années. J'ai toujours voulu faire un podcast en fait parce que le cheminement, ce que j'avais expliqué dans les trajets, le cheminement, parce que je me suis dit des personnes qui sont comme moi à mon stade, ce qui me manquait en fait dans les podcasts que j'écoutais, c'était des expériences ultra variées, tu vois. Parce que quand on est en mode exploration il y avait beaucoup de personnes qui étaient interviewées, qui étaient devenues coach. Ok, c'est très bien, ça leur correspond peut-être, mais j'avais besoin d'écouter plus de cheminement ou de personnes qui se réinventaient en ouvrant des restos, lançant des maisons d'hôtes, en faisant des trucs que moi, à un moment, j'avais mis sur mon vision board ou j'avais mis dans un coin de ma tête. Je me suis dit, est-ce que c'est possible? Mais je me voyais pas d'aller enfin, contacter les nanas ou les nénettes en leur dire, hey, salut, est-ce que tu peux m'accorder du temps pour discuter de ça? Donc, je me suis dit, bon, non, ça va pas marcher. Et là, à un moment, tu sais, il y a les trucs qui se connectent dans ton cerveau où je me dis, mais en fait, moi, j'ai toujours voulu faire un podcast. À la base, c'était sur l'univers food. Je voulais interroger des femmes de food un peu, des femmes qui faisaient de la food autrement. Je me suis dit, non, mais si j'élargissais la chose, et en fait, j'ai interviewé des femmes qui se sont réinventées, en fait, qui sont en questionnement et en cheminement comme moi. Et en fait, le but, c'était d'aller à leur contact et de comprendre ce qu'elles avaient fait, leur cheminement, les peurs qu'elles avaient eues, pour au début, le premier truc, c'était pour moi-même comprendre. Et après, je me dis, et pour diffuser la chose, de se dire que je n'ai pas été la seule à me poser ces questions. Et qu'est-ce qu'elles se sont dit? Il y a peut-être d'autres personnes qui ont envie d'ouvrir des maisons d'hôtes, des restos, de devenir fromagère. Donc, en fait, j'ai pris des profils ultra variés et ultra larges pour aller au contact de ces femmes et pour créer ce podcast. Donc là, je suis en mode corporate.
je subis un peu ma life parce que voilà, corporate, quand tu as été un peu entrepreneur, bah, tu subis ta life. Même si j'arrivais quand même à révéler ma touch, j'ai créé une plateforme de marque, on a refait tout le site internet, j'ai créé des recettes, on a fait 96 photos avec un autre chef. En fait, je me suis dit, j'ai pris toutes mes compétences que j'avais et je les ai révélées dans ce post corporate. Ça m'a apporté de la sérénité financière aussi. Et ça m'a aussi permis de lancer ce podcast où je me suis dit, dès le début, si je lance un podcast, moi, la partie technique, le montage et tout, ça va me saouler, je vais arrêter au bout de 2 épisodes. Donc, on était en février 2022, si on fait le cheminement dans le temps, février 2022. Et là, je me dis, allez, le 1er mars 2022, je lance un podcast. Donc, il faut que je trouve mes premiers invités, une monteuse, un truc. Je l'annonce avant qu'il y ait tout, parce que sinon, je vais pas le faire, je m'engage. Et donc là, nous sommes en 2025 et je pense que je suis à 125 épisodes. Donc depuis, le podcast est né. J'ai interviewé plus de 100 réinventeuses et ça m'a permis en fait moi-même. Là, je te parle aussi a posteriori parce que quand tu es dans l'action, tu sais pas que ça va faire ça. Et d'abord, au début, bon, mon podcast s'appelle Réinvention. Au début, il s'appelait juste le nom de mon entreprise qui était Happy Healthy Funky. Donc, tu vois, la nana Happy Healthy Funky, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais juste être Happy Healthy Funky, tu vois. Je m'étais dit, je fais de la food, je fais du marketing, on sait pas trop. Euh, ce podcast, bah, ça m'a permis d'écouter, en fait, d'écouter ces histoires de femmes et de comprendre l'importance, justement, qu'avait leur histoire, qu'avait leur personnalité et qu'avait au final, leur marque personnelle dans leur réinvention. Et je me suis dit, en fait, c'est ça qui fait la différence dans un projet. Parce que des maisons d'hôtes ou des restaurants, je te dis ça parce que c'est les personnes que j'ai interviewées. Après, j'ai interviewé aussi des coachs, des naturopathes, enfin, des personnes qui faisaient des activités réinventées et qui sont peut-être les activités que fait aussi notre audience qui nous écoute. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui va faire la différence et le succès d'un projet? Donc oui, il y a tout le côté être pérenne, avoir un bon business model, mais il y a le côté aussi faire la différence. Et quand on est dans des marchés saturés, ce qui fait la différence, c'est, bah, pour moi, c'est le cœur et le sens qu'on met à travers ce qu'on fait. Et ce qui le révèle le plus, c'est et ton histoire et la manière dont tu incarnes le projet. Et donc moi, ces deux choses-là, pour moi, c'est le personal branding for good. Je sais que la partie personal branding, il y a plein de personnes qui pensent que c'est un peu un ego trip, un truc pour les start-upers. Mais en fait, ce cheminement et le fait d'interviewer toutes ces femmes, ça m'a permis de creuser leur activité et moi-même de façonner la mienne en disant, mais qu'est-ce qui rend leur activité pérenne? Qu'est-ce qui les rend différentes? Et c'est vraiment ce côté d'exprimer qui elles sont, de mettre de leur touch dans leur projet, qui fait qu'au final, ça leur donne un autre angle et ça leur permet de se développer parfois plus vite, parfois d'être encore plus pérenne, de créer des connexions et d'être vraiment alignées dans ce qu'elles sont. D'où le fait qu'au final, le podcast Réinvention m'a aidé à me réinventer et à façonner mon activité et à redonner du sens. Donc, on est vraiment toutes les thématiques, par rapport aux questions que tu m'as posées, toutes les thématiques sont liées aujourd'hui. Et ça se fait pas, en fait, ça se fait pas du jour au lendemain. Je pense que le chemin, il est hyper important, même si parfois on n'est pas au clair sur la quête. Donc, Orelsan, si tu nous écoutes, le chemin et la quête. Mais je pense que c'est très très important de se dire, ok, j'y vais, j'écoute mon cœur, mon intuition. Je sais pas vraiment où est-ce que ça me mènera, mais je me fais confiance. Mm. C'est ultra inspirant et j'adore ce message parce que je suis comme toi. On a toujours l'impression que quand on rencontre quelqu'un qui a fait une reconversion, que ça s'est fait hop, en un claquement de doigts parce qu'on prend l'histoire au moment où bah, il a plaqué sa DM et il s'est reconverti. Alors qu'en vrai, ça a commencé en général des années avant, de petites graines qu'on plantait, d'essais, de à droite, de à gauche. Ultra intéressant de voir tout ton parcours et voir comment justement tu t'es réinventé plein de fois. On se dit toujours, ah, mais si c'est pas la bonne, je me foire, ça va être un gros échec. Il n'y a pas d'échec. J'en suis persuadée, là, quand j'écoute ton histoire, tu n'aurais pas pu en arriver là où tu en es aujourd'hui si tu n'étais pas passé par la cuisine. Chaque pierre que tu as posée,
a construit ce que tu appelles justement ta touch. Et là-dessus, pour ceux qui nous écoutent et qui sont là, mais ma touch, mon personal branding, moi je suis comme tout le monde, j'ai rien de plus, etc. C'est quoi un peu tes secrets pour révéler les touches de chacun? Alors, il y a plusieurs leviers en fait pour révéler sa touch. Euh, le le premier, je pense que c'est ce que tu fais aussi, enfin c'est à la frontière entre, on va dire, un outil de coaching et de marketing, c'est de mêler différentes choses que tout le monde a. Donc déjà, le fait de sa touch, son personal branding, déjà, on lève les complexes, on lève tout ce qui est barrière, c'est de se dire que, en fait, on a tous cette touch, cette marque personnelle sur lequel on met le volume plus ou moins fort, en fait. Quand on a été conditionné, je pense, enfin, je suis convaincue que quand on est une femme, mais aussi pour messieurs, ça s'adresse aussi à certains hommes. Mais en tout cas, on est conditionné par la société de pas faire trop de bruit, pas trop dire ce qu'on pense, être lisse, pas faire de vagues. Donc après, exprimer sa touch, ça veut pas dire être extraverti et faire n'importe quoi, parce que ça marche aussi pour les introvertis. Mais en tout cas, c'est se dire, OK, c'est quoi, quels ont été moi, donc la touch pour moi, on peut aller l'actionner par quatre leviers ou quatre choses. Donc c'est déjà, c'est quoi votre expérience? Qu'est-ce qui a façonné un peu votre parcours? Et pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est regarder aussi même quand vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous aimiez faire? Dessiner, faire de la peinture? Moi, quand j'étais enfant, j'aimais faire un truc. D'ailleurs, j'ai demandé à ma maman, quoi. Déjà, j'étais une rebelle. En été, je voulais mettre des sandales avec des chaussettes vertes, déjà. Donc déjà, la réinventeuse, elle était là. Et j'aimais bien faire de faire des créations de chorégraphie avec mes peluches, enfin, des trucs rien à voir. Mais de me dire, OK, qu'est-ce que vous aimez bien faire quand vous étiez petit, mais aussi en étant grand, ou qu'est-ce que vous aimez bien faire dans votre temps libre? Après, il n'y a pas ça peut pas besoin d'être une passion ou autre. Vous avez vu, moi, j'essaie de me poser, de me créer une passion parce qu'en fait, j'étais, je pense, au bord de l'épuisement professionnel. Mais ça peut être des choses simples, marcher en nature. D'ailleurs, marcher, c'est quelque chose qui est très important pour Alexandra. Ça peut être, je sais pas, aller dans des endroits qui vous inspirent. Ça peut être, je sais pas, visiter votre famille, ça vous ressource. Écouter des histoires, écouter des podcasts. Donc, en tout cas, demandez-vous dans votre vie, dans votre expérience, qu'est-ce que vous aimez bien faire. Enfin, qu'est-ce que vous appréciez faire. C'est le premier volet, on va dire, dans votre expérience. Qu'est-ce que vous appréciez et qu'est-ce que vous avez appris par rapport à ça. Le deuxième volet, c'est aussi quelles sont vos compétences. Donc là, ça peut être des choses sur lesquelles vous êtes doué. Et ça, souvent, vous n'en êtes pas conscient. Donc n'hésitez pas à demander autour de vous. Je trouve que je suis forte dans quoi. Donc ça, on peut faire aussi une petite étude de perception. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait. Je l'avais pas appelé étude de perception, mais ça peut peut-être vous inspirer pour les personnes qui sont en poste avant de partir. Dans ma démarche là de réinvention entre ma conférence là et mon et mon départ en cuisine, j'avais envoyé un email. Je pense que j'ai pris cette idée d'un livre américain. Je me rappelle plus l'auteur, mais je ne l'ai pas inventé en tout cas cette idée, mais elle peut vous inspirer. J'avais écrit un email que j'ai envoyé à des personnes de ma famille, des collègues et des amis pour leur dire que j'étais dans une démarche de développement personnel et que je cherchais à me réinventer ou à m'améliorer. Je sais pas si j'avais employé le mot réinventer et que j'avais besoin de leur retour hyper franc pour me dire ce qu'ils pensaient de moi en positif et en négatif. Genre en négatif, j'avais même moi-même, je m'étais citée en disant ouais, je suis un peu peut-être trop la nana des fois qui va être trop waouh l'américaine quoi. Je leur demandais d'être vraiment brute de décoffrage parce que ben c'était important pour moi. Et donc j'ai gardé ces emails et c'est hyper intéressant de voir les autres comment est-ce qu'ils vous perçoivent et comment est-ce ils vont trouver que vous êtes doué dans des domaines alors que vous n'avez pas forcément conscience et confiance. Donc c'est le deuxième volet de la touch, c'est la partie vos compétences. Et donc là c'est un peu l'outil qu'on peut vous donner de faire ce mail ou de faire un WhatsApp comme vous voulez, comme vous êtes à l'aise ou de le faire vous pouvez aussi le faire en face à face. Mais en tout cas ça pour vous donner un formidable outil de miroir, en fait, pour les personnes de voir ce qu'elles pensent. Et les deux autres éléments de la touch, donc on a votre expérience, vos compétences, et les deux autres éléments, c'est votre personnalité.
donc qui peuvent être aussi révélés par cet email ou par cet élément que vous allez envoyer, mais votre personnalité, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt, par exemple, introverti, extraverti, est-ce que vous êtes plutôt dynamique, est-ce que vous êtes, enfin, c'est vraiment de se dire vous vous sentez comment et vous allez pouvoir le mettre dans votre touch. Et ensuite, votre brand story. Donc, votre histoire, bah, c'est tout ce qu'on a fait dans ce podcast. Je vous ai raconté un peu ma brand story pour faire un peu votre ligne de vie et de marquer les expériences qui vous ont marqué, justement. D'un point de vue pro, il y a aussi certaines expériences d'un point de vue perso qui vous ont marqué, mais que vous n'aurez pas envie de partager. Donc là, c'est à vous aussi de mettre le curseur là où vous souhaitez. Mais en tout cas, de savoir que vous avez ce levier avec votre expérience, vos compétences, votre personnalité et votre brand story, donc votre histoire de marque, votre histoire personnelle, en mettant, vous pouvez faire ça en mettant des jalons, des choses qui se sont passées, je sais pas, rentrer à l'université, voilà, des choses plutôt joyeuses ou des choses plutôt tristes qui se sont passées. Et ça, en fait, ça a façonné votre parcours. En tout cas, en étant conscient, vous allez vous dire, ah oui, peut-être que j'ai pris cette décision pour ceci ou pour cela. Et donc ça, en fait, tout ça, ça fait votre touch. Et c'est quelque chose que vous pouvez garder de personnel ou c'est justement quelque chose, parce que votre touch est multifacette, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez choisir de mettre en lumière certaines facettes en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours et dans votre activité, dans votre recherche de sens ou autre. Vous avez vu par exemple que le partage de mon histoire, c'est pas juste pour être dans l'ego trip, c'est aussi pour vous montrer que ben moi je suis passée des questionnements d'une formation en cuisine à nouveau corporate girl. Quand j'ai voulu rentrer dans le corporate girl, j'ai pas révélé ma touch de la même manière de quand je faisais de la pâtisserie en fait. Je suis allée mettre le volume plus fort sur ben, mes compétences, ce que je pouvais apporter à l'entreprise. Donc en fait, votre touch, elle est malléable et c'est à vous un peu, là je fais des gestes de la main pour ceux qui ne voient pas, mais un peu comme une boule à facettes sur laquelle vous pouvez mettre une facette en lumière pour que les autres la perçoivent en fait. C'est à vous de choisir le curseur et en tout cas avec ces quatre éléments, votre expérience, vos compétences, votre personnalité et votre histoire de marque, ben ça vous fait quelque chose d'encore plus unique et ça vous permet de déjà la première chose d'avoir plus conscience de qui vous êtes, de vous reconnecter à vous et de reprendre confiance et d'avoir un peu ce feu, cette étincelle intérieure. La première chose c'est l'interne et après l'externe d'avoir une posture encore plus sereine et confiante par rapport à qui vous êtes. Et ça, je pense que c'est un combo plutôt intéressant, qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur. Ouais, donc si je résume, on peut avoir des compétences que d'autres ont, on peut avoir des traits de personnalité que d'autres ont, mais c'est la somme de nos compétences, notre expérience, notre Notre personnalité, personnalité et ouais, notre qui histoire. va faire qu'on est unique. Ouais. C'est comme un peu un layer cake, tu vois, en fait. Tu peux avoir plein de layer cake, mais quand tu combines ces éléments, il est unique et il a ta touch avec la garniture que tu vas choisir, le goût, la forme. Donc, au final, c'est ça aussi qui fait ce côté. Parce c'est difficile de dire, OK, en quoi on est unique, en quoi on est singulier, surtout qu'on se dit, mais moi, j'ai rien de spécial. Donc, ces quatre leviers, ça permet d'aller bah, combiner ce qu'on a déjà. On va pas chercher des choses extraordinaires, on va juste trouver notre association à nous qui elle, est extraordinaire. Ouais. Et ce que j'aime bien dans ta définition du coup du personal branding, c'est que on pense souvent que personal branding égale storytelling, je dois raconter ma life, H24, etc. Alors que tu l'as dit, c'est un pilier sur quatre et qu'on peut avoir un personal branding aussi dans des postes où on parle pas de notre vie, mais juste parce qu'on va refléter notre personnalité, nos compétences, ce qui nous rend unique aussi, autre que notre histoire. Exactement, exactement. C'est pas. Après, ça a tendance à être aussi un peu j'ai l'impression, enfin, déformé parce que le personal branding, c'est quand même une tendance qui nous vient des outre-Atlantique, donc des États-Unis, où eux, ça fait plus d'une décennie, même plus, qu'ils utilisent ça, mais en mode très show-off, comme on dit. Donc, c'est très pour montrer, pour prouver. Alors que ça peut être, c'est pour ça que moi, j'emploie le mot aussi personal branding for good. C'est-à-dire que tu peux actionner ton personal branding, ta marque personnelle, pour aller impacter, pour décupler, enfin, pour amplifier ce que tu veux porter. Donc, c'est pour ça que, bah, moi, mon but, c'est de sensibiliser aussi sur l'importance du personal branding, mais surtout, je parle de touch parce
c'est plus compréhensible et il y a moins de barrières. C'est surtout que ça peut permettre d'amplifier des projets différents, des projets, des side projets, des associations, des artistes. C'est d'ailleurs les personnes que j'accompagne, des auteurs, des coachs, des thérapeutes, parce que en fait, ils ont tous cette approche, cette personnalité, ces éléments différents. Et si ça reste dans l'ombre, si c'est une petite facette qu'on montre pas, qu'on veut pas montrer, donc le but c'est pas de se ridiculiser et de partager des choses trop personnelles. Le but c'est de partager en fait des choses qui vont permettre une connexion et une amplification sur ce qu'on souhaite faire. Et ça marche qu'on soit. Donc là j'ai cité des professions libérales, indépendantes et tout ça, mais ça marche aussi quand on est en poste en entreprise. Si on est dans une démarche de quête de sens, en fait, ça va être important aussi de montrer. Donc, pas forcément de montrer qu'on est au bout du rouleau à la machine à café, mais aussi de se montrer ouvert à discuter avec d'autres personnes, de partager un bout de ses passions, pour recevoir aussi, d'être dans une posture de réception, de conseil, d'être à l'écoute et si à un moment on change, de pouvoir aussi amplifier ce qu'on a envie de faire. Parce que être salarié, moi je l'ai été pendant plus de 12 ans, on est un peu trop conditionné à être bon soldat. Et c'est à partir du moment où je me suis dit, non mais moi, je suis la nana qui vais avec une veste de tailleur, mais je mets mes baskets, mes sneakers roses, parce que voilà, en fait, c'est ma touch et j'assume quoi. Ça peut être assumé par le vestimentaire, ça peut être assumé par votre dynamisme, votre entrain, ça peut être assumé, en fait, juste par c'est assumer qui on est et se dire que en fait, on est valable, on est on est nous-mêmes et c'est ça qui fait toute notre force, sans devoir s'effacer. Après, il y a des situations ou autres où ça reste quand même nécessaire, mais ne pas être tous, en plus avec l'effervescence de l'IA, d'être tous conditionnés, de tous dire la même chose, d'être lisse. On n'a pas envie de lisse, on a envie de choses qui ont de l'aspérité en fait et qui sont nous-mêmes, surtout quand on est dans des prestations de services ou même quand on est salarié, on a envie d'être mémorable. Et ça, c'est l'autre conseil que j'ai envie sur lequel j'ai envie de vous emmener en fait, c'est demandez-vous aujourd'hui, en sachant que la touch, le personal branding, c'est modulable et ça évolue. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour les 3 prochains mois, demandez-vous, OK, j'ai envie d'être la nana ou le gars qui quoi? C'est-à-dire être perçu comme la nana qui quoi? Moi, j'ai envie d'être la nana qui vous aide à révéler votre touch, par exemple. Mais vous avez envie d'être quoi? Je pense que c'est une question qui est très, très intéressante à se poser pour que, en fait, on se souvienne de vous. Si vous dites oui, bonjour, je suis consultante en stratégie marketing, ok, tout le monde s'en fout, c'est boring. Mais si je vous dis je suis la nana qui vous aide à révéler sa touch et je suis une réinventeuse, vous allez plus vous en rappeler. Donc, essayez de vous questionner aussi sur ok, j'ai envie d'être pour les 3 prochains mois, ou même dans mon job, où j'ai envie d'être la nana qui arrive en réunion en sneakers rose parce que je suis du marketing. Enfin, un truc qui va vous permettre d'avoir votre touch à votre manière. Le but, c'est pas de copier ses petits camarades ou autres, mais je pense que c'est une question qu'on se pose pas assez. J'ai envie d'être la nana qui fait quoi? Ouais, j'adore ce message de oser être soi-même, oser ouais, être authentique finalement, parce que c'est ça, trouver sa touch. C'est finalement être authentique et pas se rentrer dans un moule, pas rentrer dans les cases pour justement devenir mémorable. Je vois le temps qui défile à une vitesse, Nathalie. Il va falloir qu'on arrête l'épisode. Nathalie, j'aime bien finir l'épisode à chaque fois par une question de coaching qu'on va poser du coup à nos auditeurs qui vont pouvoir écouter en musique et en marchant. Quelle est la question que tu as envie de les inviter à se poser? Je pense que je l'ai déjà posé, de leur demander justement pourquoi est-ce qu'ils aimeraient être connus ou comment ils aimeraient que les autres parlent d'eux quand ils sont pas dans la salle. Donc, est-ce qu'ils ont envie d'être la nana ou le gars qui fait quoi? De le formuler à haute voix en marchant, peut-être en se laissant une note vocale, ça peut bien marcher aussi, avec différentes variante en vous enregistrant, en vous demandant, OK, alors moi, dans les 3 prochains mois, j'ai envie d'être la nana qui fait ça ou qui est connue pour ça. Enregistrez-le, gardez-le pour vous, datez-le, et comme ça aussi, ça vous permettra aussi de voir les évolutions et de vous réécouter dans un moment et de voir si vous avez pu révéler cette touch de la manière dont vous souhaitez ou pas. Ouais, trop bien. J'adore cette question. Un grand merci à toi, Nathalie. Pour ceux qui veulent t'envoyer des petits mots doux, te retrouver, ils te retrouvent où?
Eh ben, mon réseau chouchou du moment, c'est LinkedIn, donc nathalie.medaglia. Et je suis quand même aussi un petit peu sur Instagram, qui est mon réseau, on va dire, initial, où je suis sous le nom Brand by Nat. Ok, top. Je mettrai tous les liens en descriptif de l'épisode. Encore merci à toi, Nathalie, et je te dis à très vite. Ciao. Merci beaucoup, Alexandra. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Nathalie qui te pose cette question. Pourquoi veux-tu être connue dans les 3 prochains mois ?